Josiane, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, vous avez 73 ans. Bonsoir madame. 1 200 € de pension par mois. Oui. Et 2 petits-enfants à charge. Oui. Vous êtes obligé de continuer à travailler à 73 ans. Vous faites quoi? Je distribue des prospectus pour une société que tout le monde connaît. Et c'est un travail très difficile parce que c'est très physique. Voilà. Vous êtes à 1200 en comptant le travail que vous faites en plus Non, à 73 ans, d'accord. 1200 de pension. D'accord, C'est ça. pension. Et j'ai travaillé 42 ans. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail? J'étais comptable. D'accord. Et comme j'ai travaillé dans les banques, vous savez très bien qu'on ne compte pas les doubles mois. Alors, on nous prend au SMIC au départ, bien évidemment. Quand on commence, on nous prend au SMIC, mais on nous paye sur 15 mois. Alors, quand je suis tombé à la retraite, les 25 années, bien évidemment, c'était pour les dernières, forcément. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a baissé terriblement. Or, ce qui se passe, c'est que mes 1200 €, monsieur, ils n'ont pas augmenté depuis 10 ans. Alors, moi, je me retrouve avec une retraite pareille que quelqu'un qui n'a jamais bossé, quoi. Parce que moi, j'ai des gens autour de moi, dans mon village, ils n'ont jamais travaillé, ils ont 900 € par mois. C'est ça. Alors, ça veut dire qu'ils sont au minimum vieillesse, à l'ASPA. Oui, mais moi, je ne veux pas savoir. Ça ne me concerne pas, moi. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Mais j'estime que moi, j'ai eu des enfants. J'ai travaillé en même temps, et mes enfants sont tous contribuables, je veux dire. Alors, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui n'ont jamais bossé, qui n'ont pas d'enfants, qui n'en ont jamais fait pour devenir des contribuables, et qui gagnent une retraite? Alors ça, il faut me poser la question. Maintenant, il y a aussi une autre question que je vais vous poser, et je pense que Cyril m'en donne l'autorisation. Avec plaisir, allez. Figurez-vous que je paye quand même les cotisations retraite, la CSG, sur mon petit boulot qui vient en complément. Moi, j'en ai besoin pour payer les activités sportives de mes petits-enfants. Parce que malgré le pass de 50 €, pour jouer au rugby pour un gosse, c'est 200 € dans mon village. J'habite un petit village profond de la France, où il n'y a rien. Il y a pas, on est obligé de prendre la voiture pour n'importe quoi. Donc moi, si vous voulez, c'est très dur pour nous. Je ne peux pas acheter de poisson, je ne peux pas acheter tout le temps de la viande. De temps en temps, j'emmène les petits au McDo, manger le Happy Meal à 4,95 €. Et c'est tout la sortie. Vous comprenez? Et j'ai travaillé toute ma vie. Voilà. Alors moi, il y a quand même quelque chose que je vais vous poser. Je pense que tout le monde serait d'accord, et Cyril aussi. Allez-y, avec plaisir. Comment se fait-il que les sénateurs, les députés et tous ces gens-là, ils aient des retraites spéciales? Et pas nous. Alors, Voilà. plusieurs questions. Je vais vous répondre. Voilà. On va peut-être commencer par le dernier point, si vous voulez. Mais je vous en prie. Alors, la retraite spéciale. En fait, ce n'est pas une retraite spéciale des parlementaires, c'est ce qu'on appelle un régime autonome, qui vous fait une belle jambe, parce que vous allez dire, c'est pareil. Bon. Oui. En fait, l'Assemblée nationale, les députés, à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, ils se l'appliquent. Ils se l'appliquent, seulement la Constitution fait que, parce qu'il doit y avoir une autonomie des parlementaires par rapport au gouvernement, c'est la séparation des pouvoirs, on ne peut pas, dans un texte de loi classique comme la loi des retraites, décider pour les députés de changer leur retraite. D'accord? Il faudrait ce qu'on appelle une loi organique, qui est une loi différente, qui est compliquée à faire adopter. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les députés ont déjà acté et décidé qu'ils s'appliqueraient les mêmes modalités de la réforme des retraites que celles qui vont être amenées à voter dans quelques jours. Donc, soyez rassurés de ce point de vue-là. Les députés, ils ont fait le choix, et la majorité présidentielle a fait ce choix de s'appliquer à elle-même ce qu'elle demande aux Français. Premier point. Les sénateurs, ça peut être différent, ils ne se sont pas encore prononcés, on n'y a pas la majorité, je ne peux pas parler à leur place, mais je veux bien leur relayer la question parce que je suis assez d'accord avec vous pour dire que les parlementaires, ils doivent être logés à la même enseigne que le reste des Français. Ça, c'est le premier point. Premier point, exemplarité. Alors, ensuite, vous m'avez parlé de la retraite de ceux qui sont à 960 €, c'est-à-dire qui ont l'ASPA, le minimum vieillesse. Oui. Josiane, je voudrais vous parler de quelques personnes que j'ai eu à rencontrer comme ministre des Solidarités, et puis quand j'étais à Orchy, dans le Pas-de-Calais, il y a 2 semaines, à la rencontre d'une vingtaine de retraités qui ont des petites pensions, un peu comme vous. Il y avait là-bas 2 ou 3 femmes, c'était des femmes, qui touchaient le minimum de 960 €. Alors, il faut savoir d'abord que si elles ont du patrimoine, au-dessus de 40 000 €, l'État récupère au moment de la succession ce qu'il a donné pour permettre à quelqu'un de vivre à peu près au niveau du seuil de pauvreté, d'accord? Avec la réforme des retraites, on va passer cette récupération de 40 000 à 100 000 €. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont moins de 100 000 € de patrimoine, on va effectivement leur donner, leur compléter leur revenu jusqu'à hauteur de 960 € parce qu'on considère qu'une personne âgée, en dessous de 960 €, on ne vit pas. On ne vit pas. On ne vit pas. Et on l'assume. Josiane, les personnes que j'ai vues qui touchaient ces 960 €, les 3 que j'ai vues, ça va peut-être vous parler, puis ça va peut-être parler aux artisans qui sont là, aux commerçants, des conjointes collaboratrices.
Vous savez ce que c'est? Oui. Bon. Oh oui. C'était les secrétaires de leur mari, commerçants, médecins ou autres, et qui ont en fait bossé toute leur vie, mais qui n'étaient pas déclarés. Et donc, au moment de la retraite, on leur a dit, madame, vous n'avez pas cotisé, vous n'étiez pas déclaré, donc il n'y a pas de retraite. Mais moi, j'en ai vu, ça me fend le cœur à chaque fois. Je vais vous dire un truc, ça me fend le cœur. Alors, on ne peut pas les retrouver, on ne peut pas faire une mesure. Moi, j'ai été posé la question de dire, est-ce qu'on ne peut pas les rattraper dans la loi? Mais par définition, comme elles ne sont pas connues du fisc, on ne peut pas démontrer que c'est bien cette situation-là. Mais c'est pour vous donner un exemple de personne. Ensuite, vous avez beaucoup d'agriculteurs qui touchent le minimum vieillesse et qui n'ont pas cotisé suffisamment, non pas en termes d'années ou de dureté du labeur, mais parce que leur revenu était insuffisant pour leur permettre d'avoir une retraite supérieure à 1 000 €. Et donc, moi, j'assume parfaitement ce mécanisme de solidarité. Et même, on l'a passé, il était à 800 et quelques euros, on l'a passé à 900, puis là, il est monté à 960 € parce qu'on suit aussi l'augmentation du coût de la vie. Ensuite, Josiane, pour ce qui vous concerne, il y a des éléments que vous devriez regarder de près dans la réforme des retraites, parce que vous êtes en situation de cumul emploi-retraite. C'est la deuxième question, ou la deuxième remarque que vous avez faite, et vous avez raison, vous dites, alors que je touche ma retraite, et que ma retraite, elle ne bouge pas, j'ai pris un boulot, mais je cotise pour la retraite sur le boulot. Et bien ça, le cumul emploi-retraite, on le facilite, on le simplifie, on le rend plus juste avec la loi. C'est-à-dire que les retraités qui conserveront une activité à côté, eh bien on va simplifier et supprimer des cotisations qui aujourd'hui leur diminuent le petit pécule qui se font à côté. Ça va dépendre du niveau de revenu. Je ne veux pas vous dire de bêtises là-dessus parce que le texte de loi est en cours d'examen au Parlement. Mais grosso modo, sachez que l'état d'esprit, c'est de ne plus vous forcer à cotiser pour un truc que vous ne toucherez pas. Donc vous voyez, ça va plutôt dans le bon sens. Et un autre élément sur la réforme des retraites, parce que j'insiste, et je comprends, et on va peut-être en discuter, il y a peut-être des gens qui vont me dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord, etc. Aucun problème, j'assume qu'on puisse en discuter. Juste un point sur lequel j'insiste, c'est que pour les gens qui sont déjà retraités, il n'y a que des gagnants avec la réforme. Parce que moi, quand j'ai été député, et sous la gauche, et dans le mandat précédent, on a été amené, ça vous parlera, à sous-indexer les pensions de retraite. C'est-à-dire qu'on les augmentait moins que l'inflation, voire à geler les pensions de retraite, pour essayer de trouver l'équilibre financier du système. Là, comme on arrive à équilibrer le système en demandant aux gens de travailler un peu plus longtemps, par ce mécanisme de solidarité, on sait qu'on n'aura plus besoin de geler ou de sous-indexer les pensions. Donc vos pensions, Josiane, elles vont augmenter. Et après, vous avez la dernière situation, qui sont des retraités qui gagnent un peu moins que vous, mais qui ont travaillé une carrière complète. C'est-à-dire qu'on bossait les 40 années et qui avaient un salaire à peu près au niveau SMIC et qui se retrouvent avec 1 050 ou 1 100 € par mois. Eux, on va les monter à 1 200 € par mois, c'est-à-dire qu'on va ce qu'on appelle la retraite minimale avec la réforme des retraites pour justement augmenter un peu le niveau de vie des retraités. Avec 1 300, vous vous en sortez pas parce que vous avez 2 petits-enfants, mais il y a beaucoup de retraités qui, avec 1 100, s'en sortent encore moins. Donc voilà, vous êtes très courageuse d'avoir pris un job à côté. Ça me fend un peu le cœur parce que quand on a bossé toute sa vie, qu'on a cotisé toute sa vie, la retraite, c'est le moment du repos et ce repos, il est mérité. Donc sachez que l'un des objectifs de cette réforme, au-delà du fait d'équilibrer le financement, c'est aussi de faire en sorte que nos retraités vivent mieux dans notre pays. Alors, justement, cette réforme des retraites, Olivier Véran, beaucoup de gens étaient dans la rue encore aujourd'hui pour s'y opposer. Ce qui vous est reproché, c'est surtout de ne pas prendre en compte la pénibilité de certaines activités, certains travails. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, parce que je vous dis peut-être encore une bêtise, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans des bureaux, qui peuvent travailler jusqu'à 60, 75, 76, même il y a des gens qui travaillent jusqu'à 80, des chefs d'entreprise, des personnes qui ont des travaux peu pénibles, un travail peu pénible. Et par contre, d'un autre côté, on a des gens qui travaillent dans le bâtiment, qui se sont réveillés tous les jours à 6 h du matin, qui ont mangé leur gamelle à midi, pour prendre 1 heure de pause, et puis rentrer chez eux à 5 h, où ils habitent souvent loin, donc c'est 6 h, 18 h 30 chez eux. Ils ont survécu toute leur vie, ils n'ont jamais vécu. Et ces gens-là se disent, comment moi, je vais pouvoir travailler jusqu'à 64 ans quand je suis ouvrier? On a un grutier, je crois, dans le public, il va nous en parler. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre en compte la pénibilité du travail? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens aussi qui travaillent, qui sont chefs d'entreprise, je vous dis, qui travaillent dans des bureaux et qui se disent, moi, j'ai envie de continuer jusqu'à 73, 74 ans, 75 ans. C'est impossible, c'est trop compliqué, ce serait trop... Non seulement c'est pas impossible, mais en fait, on va enfin le faire vraiment, en fait. Là, vous allez prendre en compte ça parce que... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Plusieurs points. En fait, jusqu'ici, il y avait ce qu'on appelait des critères de pénibilité. Honnêtement, si on avait compris comment ça marchait, c'est qu'on nous l'avait mal expliqué. Ce truc était absolument invraisemblable. Il fallait compter le nombre d'heures où on exposait à telle vibration, etc., etc. Personne ne rentrait vraiment dans les cases. On l'avait supprimé parce que ça ne marchait pas. Et là, finalement, maintenant, on va reconnaître des métiers comme des métiers à risque de pénibilité. Et toutes les personnes qui sont dans ces métiers, on sera capable de les considérer
comme ayant eu un métier pénible, plutôt jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'on simplifie, on va massifier la reconnaissance des critères de pénibilité. On va y ajouter des critères, donc les vibrations, le port de charges lourdes, l'exposition à des températures extrêmes et le travail de nuit, etc. On simplifie ces critères de manière à ce que les gens rentrent plus facilement dans la catégorie métier pénible. Ils pourront partir 2 ans à l'avance. On ne va pas faire que ça. C'est-à-dire qu'un ouvrier qui a travaillé... Ça veut dire qu'un ouvrier dans le BTP, par exemple, un maçon ou un carreleur, une aide-soignante, va pouvoir continuer de partir plus tôt. Et donc, on simplifie au contraire ça. Ce qui va d'ailleurs nous coûter de l'argent dans la réforme. Mais on l'assume, justement. Ensuite, on dit, et ça, moi, j'aime bien cette logique. Plutôt que de voir quelqu'un à 60 ans qui a les reins hors d'usage, les genoux avec des prothèses, etc., plutôt que de lui dire, ah, bah allez, il faut partir à la retraite parce que là, ça ne peut plus durer, on va faire davantage de prévention. Et donc, on va mettre une consultation médicale à 45 ans. Et si besoin, une autre consultation, si la personne veut continuer à bosser à 61 ans, pour pouvoir faire justement un premier bilan de santé et se dire, là, vous ne pouvez pas continuer. L'autre chose qui est hyper importante dans la réforme, et personne n'en parle, alors pour moi, c'est vraiment un truc majeur, c'est qu'on va faire un congé de reconversion professionnelle. Imaginez, Cyril, vous travaillez, on verra le nombre d'années, mais imaginons 10 ou 12, je ne sais pas combien d'années encore, dans un métier pénible, d'accord ? C'est Là, ce soir, c'est pas pénible. encore plus pénible que face à Baba pour vous. Ça va. Ouais. Imaginez que vous fassiez ce métier, et vous dites, moi j'en ai marre. Vous êtes sympa, terminé. Vous allez garder votre salaire pendant 1 an, alors que vous ne travaillez plus. Vous allez partir vers une formation. Vous allez choisir pour avoir une reconversion professionnelle vers un métier non pénible. Et on va vous payer cette formation. Donc 1 an de salaire conservé et une formation payée pour changer de branche. Ça, oui, je pense que la plupart des personnes qui sont là ce soir ne le savent pas. Oui. Mais c'est pour ça que je dis, il faut bien retenir un truc. En gros, la réforme, elle nous permet d'avoir 18 milliards de plus par an pour financer les retraites. Et sur ces 18 milliards, il y en a 6 qu'on va engager en dépenses nouvelles. Et notamment pour les gens qui sont en invalidité, en situation de handicap, avec de la pénibilité, les reconversions professionnelles. Et il faut aussi comprendre un truc. Moi, je l'ai compris. Et ça, je veux bien je veux bien reconnaître quelque chose. Et notamment, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui m'interpelleront sur la réforme, mais... Il y a un grutier Yafad qui est là, je crois. Bon, je ne sais pas s'il est jeune en particulier ou non, mais aujourd'hui... T'es là, Fad. Salut, Fad. Il est où ? Je vais peut-être vous laisser passer la parole et puis je reprends après, si vous êtes d'accord. Non, mais ça m'évite de faire des tunnels et voilà, ce sera plus interactif. Des ponts, des bâtiments. Alors, Fad, Qu'est-ce que vous faites ? Bonsoir, monsieur Véran. Bonsoir, monsieur Baba. Alors, avant de commencer, si possible, j'aimerais rendre hommage à toutes les personnes qui ont manifesté aujourd'hui, toutes les travailleuses, tous les travailleurs, en chantant la Marseillaise. Si c'est possible. Bravo. Je peux ? Vous voulez chanter la Marseillaise ? Oui. Vous voulez la chanter avec Stone ? Parce qu'on a une chanteuse. Pourquoi pas ? Avec plaisir. Autant faire d'une pierre deux coups. Je vais vous laisser un micro. Allez-y, chantez-le devant le porte-parole du gouvernement. Ou alors on passe direct à la... Allez-y. Après, tout de suite. Après, c'est des questions ensemble. Allez-y, Fad. C'est plus Stone et Charlène, c'est Stone et Fad. Voilà. Donc... allez-y. 3, 2, 1. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors, Fouad. C'est Fouad, c'est ça ? J'ai pas entendu votre prénom tout à l'heure. Fad. Alors déjà, je préfère largement la Marseillaise à l'international, donc merci pour ça. Merci. Et ensuite, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une vraie manifestation avec beaucoup de gens, je respecte, il y avait beaucoup de gens dans les rues de France. C'était pas un esprit révolutionnaire qui régnait, c'était un esprit de contestation. Je fais la différence entre les deux. Et après, j'ai un profond respect pour la Marseillaise, vous l'avez très bien chanté. Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est pas The Voice, même si vous êtes sur un fauteuil. Je cherchais Bon alors, racontez-moi. Moi, ça fait 15 ans que je suis grutier, donc j'ai 34 ans. Grutier. Donc vous montez à 70 mètres. C'est ça. Donc moi, la question que je me pose, comme tous mes confrères grutiers, qui nous regardent peut-être ce soir, que je salue, comment est-ce que je vais faire à 64 ans, monsieur Véran,
pour grimper des échelles à 30 mètres. Parce qu'à partir de 30 mètres, ce qu'il faut savoir, c'est que la société est obligée d'installer un ascenseur, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, à partir de 30 mètres, à 64 ans, comment je vais faire pour arriver donc, dans ma cabine et travailler avec rigueur, avec soin, sans trembler, avec une vue peut-être qui va diminuer. Comment je vais être aussi efficace et comment est-ce que je vais faire pour être aussi productif, travailler avec de la sécurité à 64 ans. Voilà, ça c'est ma question. Alors Fad, vous avez commencé à quel âge? 18 ans. À 18 ans. 18 ans. C'est bon alors. Et donc pourquoi vous parlez de 64 ans? Bah oui. Et je m'inquiète. Mais non, pourquoi vous parlez de 64 ans? Non Mais non, mais t'auras pas fait la réforme c'est 64 ans. Mais non, pas pour vous. Ah, pourquoi? Parce que vous êtes en carrière longue. Ah oui. Je vous explique. Carrière longue. Ça veut dire que quand on a commencé plus tôt, on part plus tôt. D'accord. Et en l'occurrence, vous avez commencé à 18 ans, 18 ans pile poil ou un petit peu avant? 18 ans pile poil. Bon, 18 J'ai ans. passé mon cassette à 18 ans 18 ans. pile poil, ça veut dire que vous allez partir à la retraite en fait à 62 ans. Alors qu'aujourd'hui, vous devriez partir à la retraite à 62 ans. Ouais, voilà. Donc pour vous, En ça change 2050. Juin 2050. rien. Non mais donc Fad, pour vous la retraite, change rien. pour vous la réforme. 62 ans. Cyril, excusez-moi. Non. Attendez, 62 ans. Premier point. 62 ans, Grutier. Excusez-moi, même à 62 ans, Fad, c'est vous auriez pu impossible. partir, vous auriez pu partir à 61 ou 62 ans en fonction de comment vous avez. D'abord, c'est pas 64 ans. Donc ça, je vais vous dire que la réforme qu'on est en train d'adopter, elle ne change pas fondamentalement les choses pour vous, puisque normalement, ce sera quasiment kiff-kiff par rapport à ce que vous auriez. C'est ce qu'on appelle les carrières longues, d'accord? Et donc, j'insiste là-dessus, tout le monde ne part pas à 64 ans. En réalité, il y a près d'un Français sur deux qui partira avant 64 ans. Ceux qui ont commencé tôt, ceux qui ont des invalidités, ceux qui ont de la pénibilité, etc. Après, je ne connais pas le métier de grutier et je dois vous dire que j'ai un vertige au-dessus d'un tabouret, donc je ne monterai jamais dans une grue. Je vous invite, si vous êtes volontaire, je vous invite à monter avec moi. J'ai fait beaucoup de trucs comme député ou comme ministre parce que j'aime bien vivre ce que vivent les gens au quotidien. Mais alors la grue, faudra vraiment me faire boire beaucoup avant que je monte et du coup, ce serait pas sécurisé pour moi. J'ai un trop gros vertige. Donc je respecte infiniment ce que vous faites. Bon, merci. J'imagine que dans une grue, ça vibre pas mal et que vous êtes exposé à des températures qui peuvent être assez extrêmes. C'est ça. Donc je ne serais pas complètement étonné, si vous voulez, que dans les accords de branche professionnels, on reconnaisse aussi des critères de pénibilité. Donc tout ça fait qu'à mon avis, vous allez partir même plutôt avant ce que vous imaginez encore à la retraite. Ok ? Ouais. Alors ensuite, Fad, vous êtes énergique. Je devine un profil plutôt porté sur la solidarité et vous êtes peut-être même quelqu'un d'assez curieux. Aussi. Je me trompe peut-être. Bon, okay. Non, je ne suis pas le nouveau mentaliste. Hein. Mais je vois en discutant avec Fad. Du coup, est-ce que vous envisagez, ça peut être votre choix, hein, mais est-ce que vous envisagez de faire le même métier tout au long de votre vie ou pas? Non. Ah, j'ai pas complètement tort dans ce que je devine. Vous voyez, en fait, part vraiment en voyant des collègues assez âgés travailler dans la grue, alors pas forcément dans la grue, hein, je parle aussi des coffreurs, des maçons, des électriciens. Je sais pas, j'aimerais bien... des trucs complètement différents? Dans le cinéma? Dans le cinéma, oui. Bon, ou dans la chanson, manifestement. Ou dans la chanson, pourquoi pas? Stone a l'air tout le charme. Hein, donc... on verra, tu viendras me voir. J'espère. Attends. Ouais. Bon, donc ça veut dire que vous êtes comme beaucoup de gens. On est de la même génération, vous êtes nés à peu près. Je suis en 88. Vous êtes nés en 88, on est de la même génération. 34 ans. Moi aussi, je suis né en 88, presque. On fait partie d'une génération, en fait, qui... Je pourrais être porte-parole du porte-parole. Pourquoi pas? Ou voire porte-voix, parce que vous chantez bien. On fait partie d'une génération, en fait, qui a envie de bouger, on a des fourmis dans les pattes. C'est-à-dire que quand on s'engage dans un métier, on ne s'engage pas aujourd'hui pour 40 ans. Est-ce que moi, je peux proposer quelque chose, si je peux me permettre? Est-ce que vous me laissez juste terminer mon truc? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on envisage plutôt une carrière professionnelle comme des successions de carrières, avec des métiers qui peuvent être très, très différents. Et il y a cette envie de bouger, cette envie de se dire qu'on ne va pas rester toute notre vie figé dans la même entreprise. Donc ça aussi, on a des trucs, vous regarderez dans la réforme, qui sont faits pour vous accompagner. Ce que j'aimerais vous proposer, vous et à l'ensemble du gouvernement, c'est d'intégrer une entreprise, un métier dit pénible, une fois dans le mois, un jour ou une semaine, je sais pas. Faire un porte-parole incognito. Non, pas ça. Mais pour qu'ils se rendent compte en fait de la pénibilité de chacun des métiers et qu'ils votent des lois en fonction de cette pénibilité. Justement, Fad, vous regardez le texte. Emploi du temps chargé. Non mais vous avez le droit, regardez le texte. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, pour avoir une reconnaissance de pénibilité quand on fait des nuits, c'est 120 nuits par an. Là, on le passe à 100 nuits. Pareil, on réduit le nombre de 3-8, de rotation en 3-8 qu'il faut faire. Donc on va plutôt vers le mieux. Je dis pas que c'est top, hein.
Je dis pas que c'est top, et moi je préférais que les gens fassent pas un métier pénible pendant des années. Si vous me challengez sur la pénibilité des boulots, j'en ai exercé un. Alors après je me fais railler parce que quand on est ministre, on n'a pas le droit d'en avoir un peu bavé quand on était plus jeune. Mais je me dis pas ça pour m'en plaindre, je dis ça parce que j'en dis par une fierté, mais parce qu'il se trouve que j'étais aide-soignant en EHPAD de nuit, et donc j'ai touché du doigt ce que c'est qu'un métier compliqué, très mal payé, pas reconnu socialement, et vous faites la nuit, vous dormez un peu sur le parking avant d'aller rentrer chez vous, parce que sinon vous avez peur d'avoir un accident. Donc on peut en discuter. Ce que je veux vous dire, c'est que ce texte-là, il n'est pas en train d'aggraver votre situation, il est plutôt en train de l'améliorer. Regardez-le si vous voulez regarder votre situation personnelle. Mais la mienne seulement. Mais non, les millions de Français. Regardez, on a vu Josiane tout à l'heure, on regarde la vôtre. En fait, vous savez, l'esprit ouvert, c'est être capable... Moi, je comprends que quelqu'un me dise, moi, le concept de travailler plus longtemps, j'en veux pas. Pas de problème. On n'est pas d'accord, on explique pourquoi on fait ce choix, on l'assume nous, et ensuite on le porte au Parlement, qui est libre de voter ou non le texte, etc. C'est comme ça à chaque réforme des retraites. Par contre, je vous dis juste... Regardez par ailleurs ce qu'on fait pour les personnes dans votre situation ou dans celle de Josiane pour essayer d'améliorer en fait le quotidien et la vie professionnelle des gens. Et vous verrez, si vous regardez avec l'esprit un peu plus ouvert que ce qu'on dit parfois de cette réforme, qu'on veut aussi de temps en temps ostraciser avec des exagérations, vous serez peut-être surpris. Merci Fad, merci. Merci à vous. Merci mon frère. Merci de m'avoir donné la parole. Juste un petit mot, monsieur le ministre. Dans ce que vous m'avez dit là depuis le début sur cette réforme des retraites, aussi, j'ai l'impression que pas mal de personnes ici comme moi et d'autres personnes ne connaissent pas bien le projet de loi. Est-ce que vous n'allez pas l'envoyer à tous les Français pour qu'ils puissent lire vraiment le projet, pour voir vraiment comment on peut faire pour le trouver vraiment et pour se dire voilà quel est le projet de loi. Il y a plein de choses dont vous avez parlé. Je suis sûr que 90% des Français n'étaient pas au courant. Alors le projet de loi, Cyril, il est disponible sur Internet aujourd'hui. Ensuite, il va être amendé, travaillé, enrichi par les parlementaires, donc il sera un peu transformé, sans doute amélioré après la lecture au Parlement. Et ensuite, si les Français s'interrogent sur leur propre situation, il y a un simulateur en ligne. Il y a un simulateur en ligne, il existe depuis 2 semaines maintenant. Vous rentrez ce que vous avez fait, quand vous l'avez fait, et vous regardez. Après, on assume complètement le fait de demander aux Français de travailler un peu plus longtemps. On ne le fait pas par plaisir, on le fait par nécessité. Est-ce que ça aurait pour équilibrer le système. Mais on fait plein d'aménagements. 63 ans, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Parce que j'ai discuté avec... un ancien membre du gouvernement qui m'a dit s'ils avaient fait 63 ans, ça aurait été pareil. 63 ans, en fait, on n'équilibre pas le système. Vraiment 63 ans, on y revient dans 5 ans. Moi, je veux bien qu'on fasse ça tous les 5 ans. D'autres l'ont fait avant nous. Mais on n'équilibrait pas le système. Et après, il faut savoir que l'âge moyen de départ à la retraite, vous savez de combien il est aujourd'hui pour les Français? À quel âge ils partent? 38, non? Non, l'âge moyen, en réalité, à quel âge les Français partent à la retraite? 63,3 ans. Ah ouais, voilà. Donc on est déjà au-dessus de 63. Donc 64 ans, en fait... Ouais, non, mais je crois que c'était 68, moi, je crois, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent jusqu'à... Alors ça, c'est ce qu'on appelle... Il y a 67 ans, c'est ce qu'on appelle l'annulation, l'âge d'annulation de la décote. C'est-à-dire que vous n'êtes pas jamais obligé d'aller au-dessus de 67 ans, vous perdez jamais en retraite. Mais 63,3 ans, c'est l'âge moyen de départ. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont travailler après l'âge légal parce qu'ils veulent améliorer leur retraite. Si vous travaillez un peu plus longtemps, que le nombre d'années de cotisation nécessaire, vous améliorez votre pension. Et donc pour eux, ça va pas changer grand-chose. Le problème, c'est que c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire qu'il faudrait créer, limite, des catégories voilà, avec les différents métiers pour voir... la semaine dernière, je suis allé voir à l'école Ferrandi, qui est une école de cuisine à Paris. Et j'ai vu une trentaine de jeunes, ils ont tous démarré, ils sont apprentis. Ils ont tous démarré à 15 ans et 9 mois ou 15 ans et 8 mois, donc avant 16 ans. Et j'aurais posé la question. Alors, ils en avaient honnêtement rien à faire de l'âge de départ à la retraite. D'ailleurs, quand vous posez la question à des jeunes, le plus souvent, ils vous disent « moi, j'en aurai pas, ce truc-là sera tombé ». Et justement, on se bat pour que les petits-enfants de Josiane, demain, qui cotiseront bientôt par leur travail et pour la retraite de ceux qui sont retraités comme Josiane, puissent avoir le même système solidaire que celui dont elle dispose aujourd'hui. Et quand j'en pose la question, à quel âge vous partez, ils m'ont dit 65 ans. Alors j'ai dit non, ça veut dire que déjà, le fait que c'est plus 65 mais 64, c'est pas passé complet. Et puis surtout, j'aurais dit que vous avez démarré en fait avant 16 ans. Donc vous allez partir à 58 ans. 58 ans, donc plus tôt qu'avant la réforme.